Donc bonsoir à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir cette fin d'après-midi pour cette conférence, donc qui est co-organisée par le Centre d'Histoire et de Sociologie des Gauches de l'ULB, l'Institut Marcel Liebman et l'Université ouverte. Donc je vais juste dire un tout petit mot, de très bref mot en tout cas des deux institutions desquelles je fais partie, à savoir le Centre d'Histoire et de Sociologie des Gauches de l'ULB, donc qui est un centre de recherche affilié à l'Université libre de Bruxelles, dont le siège est sur le campus du Solbosch, mais nous sommes ravis de pouvoir développer des activités ici à Charleroi. Le Centre d'Histoire et de Sociologie des Gauches organise régulièrement des conférences, des colloques, des séminaires. Et nous participons aussi à différents projets comme le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier en Belgique. Et dans le cadre de ces activités, nous avons quelques dates à vous communiquer, donc d'activités que nous faisons. Mais surtout, si vous tenez à être informé de nos activités, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc il y a une liste qui est disponible sur la table à l'accueil où vous pouvez nous laisser votre adresse mail et alors on vous envoie les infos quand on organise des activités. Je voudrais juste signaler donc nos 3 prochaines activités. Le 17 janvier, on organise une journée d'études, c'est à Mons. Donc vous voyez, on voyage de plus en plus au Musée des Beaux-Arts de Mons. Donc c'est notre 4e journée d'études, la dernière, avant l'exposition, puisque cette journée d'études est liée à un projet d'exposition sur les liens entre communisme et art plastique, durant tout le XXe siècle. Cette journée d'études sera l'occasion d'écouter plusieurs orateurs qui abordent le sujet. L'objectif de ces journées d'études, c'était de préparer une exposition qui aura lieu au Musée des Beaux-Arts de Mons en 2026, mais on n'a pas encore la date exacte, ainsi que 2 publications, donc un catalogue de l'exposition, mais aussi une publication. Voilà, donc si vous voulez être tenu au courant de ces activités, vous vous inscrivez. Le 16 février, on aurait, c'est aussi à confirmer, mais une conférence avec Pierre Delpoux, donc qui est historien à l'Université de Valencia et qui a travaillé sur les martyrs politiques, et donc il nous ferait une conférence autour de son nouvel ouvrage. Donc si vous êtes intéressé par ces questions, les martyrs politiques du XVIIIe au XXe siècle. Et pour notre conférence, il s'intéressera tout particulièrement aux martyrs au sein de la gauche. Pour rentrer dans le cadre de nos thématiques. Dans le cadre du dictionnaire, on va également tenir une journée d'études au printemps 2025. Alors, en ce qui concerne l'Institut Marcel Liebman, c'est aussi un centre c'est une ASBL hébergée par l'ULB, donc qui organise également conférences, colloques, et chaque année une chaire. Donc c'est un ensemble de 4 leçons qui s'adressent à un public très large, y compris étudiants. Et cette année-ci, la chaire Marcel Liebman aura lieu les 8, 9, 12 et 13 mai et sera occupée par Aurelia Kaliski, de l'université de Saarbrücken. La conférence a bien lieu en français. Et les travaux, en fait, portent sur les catastrophes historiques liées à la violence politique extrême, ainsi que sur les formes de la mémoire. Elle a notamment travaillé sur la Shoah et d'autres événements
catastrophique. Et là, elle va nous proposer 4 leçons qui aborderont ces questions de la mémoire, des mémoires, dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Voilà, donc ça s'annonce vraiment très intéressant. Donc les mémoires à la fois de la Nakba et de la Shoah, et quels sont les enjeux, comment sont mobilisées ces mémoires aujourd'hui dans le contexte du conflit au Moyen-Orient. Voilà, donc je disais, on est ravis d'être présents à Charleroi pour nos 2 centres qui sont effectivement établis plutôt à Bruxelles, mais c'est pas la première fois qu'on organise des choses à Charleroi avec des partenaires ici locaux avec qui on est en contact, où on monte ensemble des projets. Et la dernière activité auquel nos 2 centres vont participer et dont je voulais vous faire part, c'est le prochain festival Création Factory. Donc c'est la 2e édition. Certains partenaires sont d'ailleurs ici présents dans l'Assemblée. Donc sous forme d'un festival, on propose une journée d'études, des activités, des expositions, des balades comptées autour de questions liées à la mémoire et à l'histoire ouvrière à Charleroi. Et cette année-ci, la thématique qu'on a choisie, c'est celle de l'industrie verrière, donc de la mémoire ouvrière autour de cette industrie verrière. Ici, vous avez l'affiche du premier événement qu'on a organisé. Ici, les affiches pour l'événement suivant ne sont pas encore prêts, mais il devrait se dérouler donc du 22 au 29 avril 2025. Voilà, donc n'hésitez pas à déjà réserver vos dates. Ce sera sur Charleroi, mais aussi à différents endroits dans la Botte du Hainaut. On descendra jusqu'à Momigny, où l'industrie verrière était également présente. Voilà, avant de céder la parole à nos 2 orateurs, je vais laisser Dominique Cabiot dire un bref mot sur l'Université ouverte, donc qui est le 3e partenaire de cette conférence. Et puis, nos orateurs prendront directement la parole. Donc, la discussion de ce soir sera animée par Anne Morelli, donc, qui est historienne, professeure honoraire de l'ULB et longtemps directrice du Centre d'histoire et de sociologie des gauches, et Hugues Lepage, donc auteur de l'ouvrage L'héritage perdu du Parti communiste italien, qu'il va nous présenter ici, mais sous la forme d'un dialogue avec Madame Morelli. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je cède la parole et moi je ne réinterviens pas après. Vous pouvez directement enchaîner. Merci. Bonsoir. Très brièvement, parce que comme vous, je suis venu pour écouter, retrouver d'ailleurs Hugues. Il y a longtemps qu'on ne s'est plus vu et j'ai failli dire Marcel Liman, parce qu'en fait, une des premières conférences à laquelle j'ai assisté à Charleroi, c'était dans l'auditoire de l'UT, c'était Marcel Liman, mais ce soir, c'est Hugues. L'Université ouverte est un ensemblier de formation supérieure, un des 4 partenaires du campus qui est créé, dans lequel vous vous trouvez ce soir, avec le bâtiment Zénobgramme, le grand navire amiral du campus, et ce bâtiment qu'on appelle maçonnerie, parce que c'était les ateliers de maçonnerie. Il n'y a pas d'allusion à autre chose, comme parfois on le pressent. Alors nous avons été créés pour développer une offre de formation supérieure qui n'existait pas à Charleroi, en partenariat avec l'ULB, avec l'UMONS, avec la province de Hainaut. Et donc on est ravis, à chaque fois que c'est possible, de s'associer à l'organisation de conférences, de colloques, de nouveaux modules de certificats universitaires. C'est un rôle important. Moi, je suis encore là pendant 15 jours, puisque je termine ma mission à l'Université ouverte, mais je viendrai avec plaisir, évidemment, continuer à suivre les activités. Et donc, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on a répondu à votre invitation et que nous voyons que ça correspond à une attente du public. Donc, merci beaucoup et bienvenue à Hugues, à Charleroi, bien sûr. Merci. Voilà. Alors, encore une toute petite intervention, enfin c'est pas moi qui vais parler, mais en fait j'espère que le son va fonctionner. Je dois juste faire ceci. Hop. Siamo nel 56. Come sapete, il protagonista del film è Ennio, redattore dell'Unità, giornale del Partito Comunista Italiano. Ma perché in Italia c'erano i comunisti? Certo. I comunisti
comunisti non vivevano solo in Russia. Azione! J'ai tout fait pour produire ce film. C'est le projet le plus important de ma vie. Voglio lasciare Giovanni, ma non ne sono capace, non ci riesco. Parliamo di tutto, di politica, di cinema, di lavoro, di tutto tranne che di noi due. Tua madre produce il film di un altro regista. La scena che stai girando fa male al cinema, lo capisci? Credo che si sia fidanzata. Emma ti ha detto almeno come si chiama? Non aspettiamo suo figlio? Non ho figli. Giovanni, stare con te è diventato sempre più difficile. Ma io sono così faticoso come dice mamma. Beh, insomma, diciamo che con te uno ha sempre la sensazione di camminare su una corda tesa. Musica! Chiamo Martin Scorsese. No. Quale scena d'amore? Questa è una scena in cui parlate di politica. Ma chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore. Notre rendez-vous est confirmé chez Netflix. In questo film manca un momento what the fuck. What the fuck? Voilà. Alors, on a choisi de lancer ce petit pitch, comme on dit, du dernier film de Nanni Moretti, parce qu'il pose une question. Il y a donc des jeunes, et il dit, voilà, je vais faire mon film sur le Parti communiste italien, et il y a quelqu'un qui lui dit, mais donc il y avait des communistes en Italie, ce n'était pas seulement en Russie. Et donc, la première question que je voulais poser à notre invité, c'est qu'est-ce que vous répondriez aux jeunes qui sont ici et qui pourraient très légitimement vous poser la même question? Il y avait donc des communistes en Italie. Oui, il y avait des communistes non seulement il y avait des communistes en Italie, mais il y avait beaucoup de communistes en Italie, plusieurs millions d'électeurs, plusieurs millions de membres à un certain moment. Et donc, ce qui est caractéristique dans cet échange, c'est qu'effectivement, la jeune génération, mais même des générations un peu plus âgées que celles qu'on voit de l'assistant réalisateur, n'ont plus conscience de ce qui s'est produit dans leur propre pays. En fait, cette histoire s'est effacée. Et je pense que c'est emblématique de ce qu'est devenu le Parti communiste. C'est pour ça que j'ai parlé d'héritage perdu. C'est qu'après sa disparition et son autodissolution en 1991, il a été comme effacé des mémoires. Parce que ceux qui avaient été membres du parti voulaient le faire oublier pour la plupart, et puis les autres ne songeaient qu'à prendre de nouvelles places dans l'horizon politique, le nouvel horizon politique, entre guillemets, moderniste et globalement libéral, et voulaient faire oublier qu'ils avaient été membres de ce parti. Donc il y a un effacement de la mémoire. Je pense que c'est un des phénomènes les plus caractéristiques de l'effacement de la mémoire. Il y a eu d'autres événements dans l'histoire, bien sûr. On a oublié, on a perdu les traces de ce qu'avait été un mouvement social ou un mouvement politique. Mais ici, il est d'autant plus caractéristique que le Parti communiste italien, entre 1921, date de sa naissance, et 1991, date de sa disparition, a, au milieu de ces 70 années, au moins eu pendant 20 à 25 ans, une véritable hégémonie politique, culturelle sur l'Italie, qu'il était omniprésent dans tous les domaines. Et donc même ça avait été oublié, je dis, au-delà même de son action politique. Sa place dans la société, qui était immense, a été effacée, oubliée. Et évidemment, par ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de voir dans l'intégralité ce film de Nanni Moretti, qui est sans doute de ses films les plus accomplis. Et il a aussi ce bonheur, au fond, de nous raconter l'histoire avec des si. Qu'est-ce qui se serait produit si en 1956, le Parti communiste italien avait condamné l'intervention soviétique en Hongrie? L'avenir radieux, le soleil de l'avenir aurait sans doute illuminé l'Italie et peut-être d'autres pays européens. Alors, moi je me pose la question aussi pour eux, quelle était la spécificité de ce Parti communiste? Parce qu'on peut répondre évidemment qu'il y avait un Parti communiste et pas seulement en Russie, mais il y en avait dans tous les pays du monde. Et quelle était la particularité de ce Parti communiste italien? Vous venez de dire qu'il était très puissant, très suivi, mais il y avait encore autre chose. Oui, certainement. Il
il y a plusieurs caractéristiques tout à fait particulières au Parti communiste italien, qui était effectivement le plus puissant d'Europe occidentale. Il y a une chose déjà au point de départ qui est tout à fait différente de l'histoire des autres partis communistes, c'est que ce parti n'a pas d'histoire officielle. En général, les partis communistes ont une sorte de bréviaire qui racontent leur histoire d'une manière tout à fait orthodoxe et que les militants sont priés d'apprendre et de reproduire. Dans ce cas-ci, en Italie, dans le Parti communiste italien, il n'y a pas d'histoire officielle. Il y a des histoires, il y a des centres d'études, il y a des centres de recherche, il y a des intellectuels, il y a des débats dans les sections sur ce qu'a été, ce qu'est et ce que doit devenir le Parti communiste, mais il n'y a pas une Bible. Donc ça, c'est déjà, je pense, très caractéristique et emblématique de la nature de ce parti. Ce parti aussi s'est toujours distingué par son autonomie. Autonomie par rapport à l'Union soviétique, par rapport au Parti communiste soviétique, puisqu'il naît en 1921, qui est quasi la date de naissance de tous les partis communistes d'Europe occidentale, parce que c'est à cette époque-là que Lénine avait posé les questions, ce qu'on a appelé les 21 conditions pour adhérer à l'internationale communiste. Mais il se fait que le Parti socialiste italien, lui, était déjà membre de l'internationale et que le débat n'a pas porté là-dessus. Mais sans entrer dans les détails, on peut dire que dès le début, il y a une volonté de marquer une autonomie par rapport au centre qui est le centre de l'internationale et le centre du Parti communiste d'Union soviétique. Non pas qu'il y ait forcément des divergences fondamentales dès le départ sur le plan international, mais il a volonté de dire, de penser et d'agir selon le fait qu'un parti communiste, comme d'autres partis d'ailleurs, doit d'abord s'appuyer sur sa réalité politique interne et ne pas copier des modèles. Et en cela, il va se distinguer. Il y aura ensuite des conséquences qui découlent de cette position de principe, une autonomie par rapport à la politique internationale, une autonomie par rapport à la politique nationale, notamment dans la lutte contre le fascisme, et un mode de fonctionnement différent, un mode de fonctionnement plus ouvert, un centralisme démocratique, mais où les deux mots ont un sens. Centralisme, c'est-à-dire qu'on discute, et puis quand la majorité est apparue, on défend le point de vue de la majorité, mais centralisme vraiment démocratique, c'est-à-dire qu'il y a un vrai débat. Il n'y a pas des tendances à l'intérieur du parti, mais il y a ce que les Italiens eux-mêmes appelaient les âmes du parti, une âme de droite, du centre et de gauche, qui ont des points de vue différents sur ce que doit être le parti, comment il doit agir, quelles alliances il doit trouver, comment il doit fonctionner par rapport au parti dominant de l'époque qui est la démocratie chrétienne, comment il doit être présent dans les mouvements sociaux et comment il doit participer aux luttes syndicales également. Tout ça fait l'objet d'un débat et d'un débat permanent. Donc voilà, je dirais que l'autonomie, l'ouverture, cette présence aussi dans la société, je disais tout à l'heure qu'il avait été extrêmement présent dans la société, pas seulement en tant qu'acteur politique, il était présent dans la société en tant que prenant en charge les problèmes que les travailleurs, les citoyens, les travailleuses, les citoyennes, les électeurs, les membres du parti, mais simplement l'ensemble du peuple italien, rencontraient les problèmes quotidiens sur le terrain, quand il y a une grève, quand il y a une école qui ferme, quand il y a un bureau de poste qui ferme, quand il y a des problèmes qui se situent sur l'organisation de la sécurité dans un village. Tout ça était pris en charge par le parti. Aussi, avec une puissance probablement plus forte du fait que l'État italien est un État extrêmement faible, qui ne remplit pas ses missions essentielles en matière de service public, en matière de maintien de l'ordre, en matière de fiscalité, enfin tout ce qui fait, au fond, les fonctions d'un État. Le Parti communiste italien va se substituer pendant longtemps à cet État défaillant. Et j'aime bien raconter toujours cette anecdote qui me semble particulièrement illustrative de ce point-là, c'est que dans un film de 1946 de Vittorio De Sica, Le voleur de bicyclette, qui est un grand classique du cinéma italien et sans doute le modèle du néoréalisme italien, à un moment, le travailleur, le prolétaire qui est le héros du film, se fait voler son vélo. Et son vélo, c'est son moyen de travail. Sans vélo, il est perdu, il ne travaille plus. Il va à la police, les policiers le traitent avec beaucoup de condescendance et le renvoient très rapidement à ses affaires sans rien faire. Que fait alors
ce travailleur, que fait alors ce qui a perdu, à qui on a volé son vélo? Eh bien, il va à la section locale du Parti communiste parce qu'il sait que là, on va l'aider. Il ne retrouvera pas nécessairement son vélo grâce aux militants, mais il y aura de la solidarité, de l'aide, de l'écoute. Et ça, c'est emblématique. On est en 1946, c'est emblématique de la force qu'occupe le parti à cette époque-là. Alors, vous venez de parler d'un film. En fait, il y a beaucoup de réalisateurs de cinéma qui ont eu une proximité avec ce parti communiste, de même qu'il y a beaucoup de peintres qui ont été dans ce parti. Un grand nombre d'intellectuels se sont retrouvés dans ces idéaux. C'était une situation aussi assez exceptionnelle. Exceptionnelle, et je pense qu'elle se rattache à ce que j'ai dit précédemment. Cette ouverture, ce dialogue, cette démocratie interne était accompagnée du fait que les intellectuels jouent un rôle fondamental dans le parti. Alors, dans tous les partis communistes du monde et d'Europe en particulier, les intellectuels ont toujours eu une place à part, mais qui était le plus souvent, je dirais, une sorte de vitrine, c'est-à-dire que le parti bénéficiait de l'aura qu'ils avaient dans l'opinion publique pour augmenter son influence, mais il n'avait pas, à quelques exceptions près, il n'avait pas de rôle politique. En Italie, les intellectuels sont membres du parti, sont membres de la direction des sections, mais aussi jusqu'au bureau politique, au secrétariat, au comité central, des intellectuels jouent un rôle politique. Et ça, on le doit probablement, non pas probablement, on le doit sûrement, je dirais, à la pensée d'un homme qui va marquer l'histoire du parti, qui est Antonio Gramsci. Alors, Antonio Gramsci, parmi toutes les choses qu'il a développées, il a développé l'idée que si on voulait prendre le pouvoir, il fallait d'abord prendre le pouvoir par les idées. Et donc, il a développé ce concept de l'hégémonie culturelle. Qu'est-ce que c'est cette hégémonie culturelle que Antonio Gramsci voulait conquérir? Alors, il faut dire peut-être d'abord un mot sur la personnalité de Gramsci, qui est aussi une personnalité très particulière. Gramsci est à la fois un militant, un agitateur. Il va être un des grands organisateurs de ce qu'on a appelé le Biennio Rosso, c'est-à-dire les 2 années rouges en Italie en 1919 et 1920, qui sont des grèves révolutionnaires qui vont pratiquement ont un caractère véritablement insurrectionnel, qui seront après, parce que le Parti socialiste et une partie des syndicats les ont lâchés, n'ira pas au bout de son objectif. Mais il y a eu pendant 2 ans un climat insurrectionnel. Gramsci est un des organisateurs de cette lutte. Il fonde un journal qui s'appelle l'Ordine Nuovo. C'est aussi un dirigeant politique, puisqu'il est un des fondateurs et même le dernier secrétaire général du Parti communiste avant d'être mis en prison par les fascistes. Et il sera aussi un philosophe, un idéologue. Le fait que cet homme ait, on dirait d'une manière un peu vulgaire, qu'il a différentes casquettes, mais le fait d'avoir été à la fois sur le terrain, d'être un dirigeant politique et un penseur, ce sont en général des fonctions qui sont réparties entre les dirigeants politiques et les responsables politiques. Chez lui, elles sont rassemblées. Et cet homme va avoir cette autre, j'allais dire opportunité, c'est un peu cynique ou paradoxal, mais il faut savoir que Gramsci va être arrêté en 1928 et va passer jusqu'à sa mort 10 ans en prison, dans les prisons fascistes. Le procureur de la République, le procureur du roi, c'est pas la République, le procureur du roi va dire, dit-on, c'est une parole dont on n'est pas certain qu'il l'ait vraiment prononcée, mais en tout cas elle circulait beaucoup, que quand il avait été condamné, il avait dit « il faut empêcher ce cerveau de penser pendant 20 ans ». Mais le paradoxe, c'est qu'en le mettant en prison, il va lui permettre de penser peut-être plus librement, parce qu'il va être à l'abri des querelles à l'intérieur du mouvement communiste, qu'il va pouvoir développer une pensée dans des conditions extrêmement difficiles. Il va mourir, sa santé va se détruire en prison. Il doit utiliser des subterfuges, camoufler sa pensée. Il doit beaucoup utiliser des traits de l'histoire ancienne italienne jusqu'à l'histoire antique, mais aussi, par exemple, parler de Machiavel à la place du parti, du prince. Il doit camoufler sa pensée, mais il va développer là pendant 10 ans une œuvre capitale, fondamentale, plusieurs milliers de pages qui
d'une manière presque miraculeuse, auront été sauvés, qui seront ces cahiers de prison dans lesquels il développe notamment et particulièrement ce concept de l'hégémonie culturelle. Alors, il est inséparable d'autres concepts, et on reviendra sur le rôle des intellectuels. Mais il développe parallèlement à l'hégémonie culturelle d'autres concepts qui vont être celui du bloc historique, des alliances politiques. Et dans un premier temps, surtout, il essaye d'élaborer une stratégie pour la conquête du pouvoir, une conquête socialiste du pouvoir, dans un pays occidental. Parce qu'il était, évidemment, on est en 1928, il avait appuyé et il était totalement solidaire de la lutte qu'avaient menée triomphalement, victorieusement, les communistes soviétiques, les communistes russes, et avait construit ce système communiste en Russie. Il était solidaire, il partage beaucoup de points de vue de Lénine sur l'organisation des luttes, mais en même temps, il estime qu'il y a une différence fondamentale entre les pays orientaux comme la Russie, où il n'y avait pas de société civile, une société civile qu'il appelait gélatineuse, où les rudiments de l'organisation politique sont vraiment extrêmement faibles, et où l'affrontement ne pouvait être que dans une guerre de ce qu'il appelait une guerre de mouvement. Les bolcheviks affrontaient frontalement, directement, le début de la bourgeoisie, l'aristocratie, le tsarisme. Et donc, ils avaient mené cette lutte armée, très dure, cette guerre civile, frontalement. Gramsci dit, en Europe occidentale, on est en 1928-1930, on a une société civile développée. Qu'est-ce que ça veut dire, une société civile développée ? Ça veut dire qu'il y a des infrastructures culturelles et idéologiques qui sont très développées et que la bourgeoisie utilise à son profit en les faisant passer, toutes ces valeurs, comme étant celles du bien commun, du bon sens. Il dit, le pouvoir de la bourgeoisie aujourd'hui par rapport au prolétariat, c'est d'obtenir l'acquiescement des prolétaires, l'acquiescement de la classe ouvrière à travers non seulement un affrontement, mais à travers le consentement, en faisant adopter les valeurs qui sont des valeurs soi-disant communes et qui sont en réalité les valeurs d'exploitation de la classe de la bourgeoisie. Et c'est pour ça que Gramsci dit « nous devons nous battre sur ce terrain-là », sur le terrain de l'idéologie, sur le terrain... Qu'est-ce que ça veut dire le terrain de l'idéologie ? Ce n'est pas seulement la construction d'un projet idéologique très précis, bien sûr, c'est ça aussi, mais c'est se battre sur tous ces terrains culturels qui sont au sens large, la justice, l'école, l'enseignement, tout ce qui fait que la société adopte des valeurs communes. Et il dit, pour triompher, la classe ouvrière doit d'abord être hégémonique sur le plan culturel pour être ensuite hégémonique sur le plan politique. Alors, il faut un peu nuancer en disant que, évidemment, Gramsci n'exclut pas l'affrontement violent. Il ne dit pas qu'il appelle ça, ce que je viens de développer, il appelle ça la guerre de position par rapport à la guerre de mouvement dont j'ai parlé à propos des bolcheviks. Il dit l'un n'exclut pas l'autre. Il faudra sans doute les deux. Mais en tout cas, il y a dans notre société, et en cela, il est sans doute le premier penseur qui pense la révolution dans un pays occidental, la révolution socialiste dans un pays occidental. Et c'est en cela qu'il est particulièrement important et dont la lecture, même aujourd'hui encore, peut être utile pour la construction d'une alternative politique dans nos sociétés. Donc il développe ce point de vue sur l'idéologie, la bataille idéologique et culturelle. Il va la lier aussi à ce qu'il considère comme étant un élément aussi très important, c'est ce qu'il appelle la formation d'un bloc historique. Alors, je n'entre pas dans les détails, mais en grosso modo, le bloc historique, c'est la manière dont on formule et on forge des alliances politiques. Gramsci était convaincu que la classe ouvrière seule ne pourrait pas obtenir la victoire dans une lutte révolutionnaire. Il fallait associer à la classe ouvrière la classe paysanne,
les petits entrepreneurs, éventuellement, les artisans, pas seulement la classe ouvrière au sens strict du terme. Il veut les associer dans ce qu'il appelle un bloc historique. Alors, il n'est pas naïf non plus. Dans ce bloc historique, il pense que cette classe ouvrière doit demeurer hégémonique, elle aussi, à l'intérieur de l'Alliance. Mais l'idée même d'avoir, dès le début, la formation d'une alliance, qui est une alliance, dit-il, qui doit aussi réfléchir et emprunter sur les idéologies des alliés. Donc c'est là de nouveau une question d'ouverture et de débat. Et on revient à la question précédente pour boucler cet aperçu de Gramsci, c'est qu'il considère, dans ce cadre-là, dans le cadre de la lutte idéologique et de l'hégémonie culturelle, que les intellectuels ont un rôle fondamental à jouer. Il dit les intellectuels organiques, c'est-à-dire les intellectuels qui ont trahi leur classe. La plupart des intellectuels de l'époque appartiennent à la classe bourgeoise, et ici, c'est quand ils trahissent leur classe, quand ils rejoignent la classe ouvrière, qu'ils deviennent des intellectuels organiques à la classe ouvrière et qu'ils deviennent même ceux qui doivent impulser la lutte politique. Dans ce sens-là, il donne un primat, sinon un primat, en tout cas, une place primordiale aux intellectuels et aux intellectuels dans le parti. Alors, en Italie, faire le bloc historique, est-ce qu'on peut faire ça sans alliés catholiques? Évidemment non. Et c'est aussi, je dirais, un trait caractéristique de la pensée de Gramsci qui est sans doute moins souligné par les historiens et même les spécialistes de Gramsci, c'est l'importance capitale que Gramsci accorde à la religion, au phénomène, pas pour lui, non, au phénomène pour catholique, à l'influence de l'Église. Bon, évidemment, on est en Italie, on est au Vatican, on est à Rome. Je ne sais pas quel est le pourcentage exact, mais un grand nombre de militants communistes sont baptisés et enterrés à l'Église, tout en étant communistes. Il y a donc un mélange, là, un substrat qui fait que... ils ont été excommuniés. Ils ont été excommuniés, ils ont été excommuniés, mais ça n'empêche que ce substrat catholique joue un rôle très important. Et Gramsci dit, on ne peut pas concevoir une transformation fondamentale, profonde de la société sans que les masses catholiques y soient associées. Et c'est à tel point qu'en 1920, quand naît le premier parti catholique, politique, premier parti politique catholique, le Partito Popolare di Don Sturzi, Gramsci considère que c'est un pas en avant dans la libération nationale. Parce qu'il dit, certes, ce n'est pas un parti qui défend nos valeurs, mais le fait même que les masses paysannes sortent de l'individualisme et participent à une action collective va faire qu'à terme, c'est nous, le Parti communiste, qui allons bénéficier de cette mobilisation-là. Alors, toute l'histoire et toute la stratégie, toutes les contradictions et les paradoxes du Parti communiste italien sont dans ce problème de l'alliance ou non avec les masses catholiques. Parce qu'en même temps, les masses catholiques, les partis catholiques, qui sont la démocratie chrétienne à partir de 1945, qui va occuper le pouvoir d'une manière permanente jusqu'à sa disparition en 1992, sont à la fois des alliés potentiels et des adversaires sur le terrain. Togliatti, qui est le successeur de Gramsci à la tête du Parti communiste italien après la guerre, qui était lui réfugié en Union soviétique, tandis que Gramsci était en prison et que d'autres dirigeants menaient la lutte de résistance contre le fascisme, la lutte armée sur le terrain. Togliatti va mener aussi cette politique d'alliance en permanence. Mais il dit aussi, il faut qu'il y ait une section par clocher. Donc, dans chaque village où il y a un clocher, il faut aussi qu'il y ait une section du parti. Il y a donc un combat, il y a une opposition, mais il y a en même temps la volonté d'associer, de détacher d'une certaine manière les masses catholiques de l'influence de la démocratie chrétienne, qui est un parti, comme on dit, interclassiste, où se retrouvent le grand patronat, les petites entreprises et une grande partie des masses ouvrières, mais qui est composée d'une manière interclassiste, mais dont la direction est assumée par la grande bourgeoisie. Et il faut donc détacher ou
qu'à l'intérieur de la démocratie chrétienne, le rapport de force change pour que nous ayons un allié. Et toutes je dirais à la fois les avancées, mais aussi les défaites du Parti communiste italien vont être liées à ce rapport avec le monde catholique. Alors, vous avez cité déjà Gramsci, Togliatti. Quel serait le troisième leader charismatique du Parti communiste italien? Alors, c'est celui qui est le plus proche de nous, enfin de nous, je parle pour les têtes blanches qui sont ici, mais et en tout cas, le dernier secrétaire général d'importance du parti, c'est Enrico Berlinguer, qui devient secrétaire général du Parti communiste italien en 1972 et qui meurt en 1984 lors d'un meeting de la campagne des élections européennes, alors qu'il tenait un discours et qu'il est victime d'une attaque cérébrale et qu'il meurt dans les 48 heures. Mais pendant ces 12 ans, 72-84, Berlinguer va porter le Parti communiste au sommet de sa puissance. Alors, c'est plus compliqué. Il va le porter au sommet de sa puissance et en même temps vont déjà se dessiner à partir de la fin des années 70 les éléments qui vont aboutir à sa disparition. Il y a un développement encore électoral, mais il y a déjà dans la manière dont le parti est organisé des défaillances, des abandons, une moins grande participation parce que le Parti communiste italien était revendiqué comme caractéristique principale la participation des femmes, des hommes, des électeurs, des membres sur la place du village, dans ce qu'on appelle les Casa del Popolo, dans toutes les actions sur le territoire. C'est un parti qui est présent sur le territoire. Il a maillé le territoire. Comme je disais tout à l'heure, il prend en charge les problèmes des citoyens et des citoyennes, mais il développe aussi un débat politique avec beaucoup d'intensité. Et donc, je ne sais plus où j'en étais là sur les... C'était le troisième personnage, oui, alors, Berlinguer. Et moi, je voulais ajouter un petit mot. C'est pour vous donner une idée quand même de la puissance du parti à ce moment-là. En 1984, le Parti communiste italien a plus de voix que la démocratie chrétienne. C'est vrai. C'est le moment où il a plus de voix. Et pour vous donner une petite idée, un élément que peut-être vous ne connaissez pas, Hugues, ici en Belgique, il y avait aussi le Parti communiste italien. Et le Parti communiste italien, en 1984, engrange 43% des voix auprès des Italiens de Belgique. Donc c'était le parti le plus important ici en Belgique. Ça, c'est une petite parenthèse, mais pour vous donner un lien avec notamment Charleroi, la Louvière. Il y avait des sections du Parti communiste italien dans toutes ces régions, et aussi dans le Limbourg, à Bruxelles. Il y avait la Galileo Galilei, la Leonardo da Vinci, etc., qui étaient toutes des sections. Et c'est vrai dans la plupart des pays européens. Oui, toute l'immigration italienne, en Allemagne, en Hollande, en Suisse, en France, évidemment, les sections sont extrêmement importantes. Alors juste sur la question je vais revenir en arrière tout de suite sur Berlinguer. Mais c'est vrai qu'en 1984, les élections européennes ont lieu une semaine après la mort de Berlinguer, et pour la première fois dans l'histoire, il y aura ce qu'ils espéraient depuis toujours, le sorpasso, le dépassement de la démocratie chrétienne. Là, effectivement, le Parti communiste italien, à ces élections européennes, fera plus de voix pour la première et la dernière fois que la démocratie chrétienne, mais c'est quand même une élection qui est marquée sous le sceau de l'émotion, et la mort de Berlinguer, reconnue alors non seulement par les communistes, mais bien au-delà des communistes, comme un homme qui aurait pu être celui qui aurait transformé l'Italie, va faire que le succès électoral est dû en bonne partie, quand même, à l'émotion suscitée par la mort de Berlinguer. Et pour revenir à Berlinguer, donc cet homme, j'espère que vous le verrez, il y a normalement dans les mois qui viennent va sortir un film qui vient de sortir en Italie qui s'appelle La Grande Ambizione, la grande ambition de Andrea Segre, qui raconte
un épisode de Berlinguer, c'est celui du compromis historique dont je vais dire un mot, et qui rend bien compte de la personnalité, de ce charisme très très particulier et du lien très fort que cet homme, pourtant modeste, discret, qui ne faisait pas d'effet de manche à la tribune, avait réussi à tisser avec non seulement les militants et les électeurs communistes, mais avec l'ensemble du peuple italien. Berlinguer, pour faire pas trop long, Berlinguer a deux époques dans ces 12 ans où il va gouverner le parti. Il est l'héritier de Togliatti. Il aurait dû déjà prendre la succession de Togliatti, mais il était trop jeune. Il y a eu un secrétaire général qui n'était pas que de transition, parce qu'il a joué un rôle important, Luigi Longo. Mais il était depuis toujours proche des dirigeants. Giancarlo Pajetta, qui était un des dirigeants du Parti communiste italien, doué d'une force de sarcasme assez terrifiante, avait dit un jour que Berlinguer s'était inscrit à la direction du parti, parce qu'il n'avait jamais été que, au fond, son père, qui était un militant sarde, l'avait introduit déjà auprès de Togliatti au lendemain de la guerre. La guerre n'était même pas terminée, donc il avait eu un parcours militant dans les directions. Il avait fait le parcours parfait international, les jeunesses, le Festival mondial de la jeunesse, dans les sections, dans les régionales, bref. Il arrive en 1972 à la tête du parti, à un moment où le parti, c'est un moment particulier parce que l'Italie vient de connaître un mouvement social d'une ampleur extraordinaire, ce qu'on a appelé l'automne chaud, le 68 italien, qui s'est prolongé en 68-69 et qui, à la différence du 68 français, voilà, en tout cas la nuance du 68 français, c'est que c'est autant, sinon plus, un mouvement ouvrier qu'un mouvement étudiant. Les syndicats, et en particulier les syndicats de la métallurgie à Turin, vont organiser des grèves qui font penser un peu à nos grèves de 60-61, des grèves quasi insurrectionnelles qui vont mobiliser d'une manière tout à fait exceptionnelle la classe ouvrière dans l'ensemble de l'industrie italienne, pas seulement dans le Nord, et qui va aussi être parallèlement à son action sociale une profonde modification de l'organisation syndicale. Les syndicats non seulement acceptent, mais promeuvent dans les usines les conseils ouvriers, dans une vieille tradition qu'on pourrait faire remonter à 1919 et 1920, mais aussi qu'on pourrait faire remonter à Rosa Luxembourg, sur la conception des conseils ouvriers, où les ouvriers sont élus, non pas qu'ils soient membres du syndicat ou pas, par l'ensemble de la base des travailleurs, et qui sont révocables aussi en fonction des assemblées. Et ce mouvement va marquer profondément l'Italie pendant plusieurs années. Il y aura des conquêtes qu'on ne peut pas imaginer. C'est ce qu'on appellerait chez nous, et ce que défendait Togliatti d'ailleurs aussi, d'une manière tout à fait explicite, c'est une stratégie des réformes de structure anticapitalistes, c'est-à-dire des réformes qui ne modifient pas le fonctionnement de telle ou telle branche de la sécurité sociale ou qui apportent tel ou tel développement dans, je dirais, le statut du travailleur, mais des réformes qui, par leur existence même, mettent en cause profondément le système lui-même. Et par exemple, en 68-69, le mouvement ouvrier italien obtient une loi selon laquelle les travailleurs dans les entreprises peuvent contrôler les investissements. C'est quasi révolutionnaire. Évidemment, ça ne durera pas. Pendant les 4 ou 5 années qui suivent, la démocratie chrétienne et le patronat italien va tout faire, y compris des mesures de déstabilisation à force d'attentats organisés par l'extrême droite et par les services secrets, va tout faire pour rabattre, évidemment, pour faire en sorte que toutes les grandes réformes qui ont été acquises dans ces années 68-69 soient
ou rabotée ou carrément éliminée. N'empêche qu'on est sur cette onde-là, quand Berlinguer arrive à la tête du Parti communiste italien. Mais on est aussi dans une période très particulière, et qui est celle justement de la déstabilisation. Ce qu'on appelait la stratégie de la tension, les attentats aveugles de l'extrême droite qui vont faire des dizaines de morts à Milan, entre Milan en 1969 et le train Italicus à Bologne en 1980. Pendant 11 ans, l'Italie va connaître une succession d'attentats meurtriers. Il y aura un terrorisme d'extrême gauche parallèle, différent évidemment, mais je dis parallèle, je dirai pourquoi tout à l'heure, mais ça faisait partie de cette stratégie de la tension qui visait aussi à abattre les réformes qui avaient été obtenues par la classe ouvrière. Mais donc en 72-73, quand Berlinguer est secrétaire général, il doit faire face à ce qui est une menace vraiment de coup d'État. Le renversement de la démocratie, de la République est possible. On est encore à l'époque où 3 pays européens sont fascistes, l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Et puis, il y a en 1973, le 11 septembre, le coup d'État du général Pinochet et des généraux Félon qui vont assassiner Allende et qui vont instaurer une dictature sanglante. Et ça, c'est suite au coup d'État, même si ça s'inscrit dans une stratégie plus à long terme. Berlinguer retient de ce coup d'État au Chili ce qui est, je l'ai dit tout à l'heure, le fondement même, au fond, de la stratégie permanente du Parti communiste italien, ne pas être isolé, travailler avec les masses chrétiennes, les masses catholiques, et conclure des alliances. Et Berlinguer dit, après le coup d'État au Chili, que si on veut résister à une tentative de déstabilisation qui sera provoquée de l'intérieur par la droite et l'extrême droite, de l'extérieur par les États-Unis, comme au Chili par la CIA, il faut qu'il y ait une résistance populaire plus large que 51% des voix. Il faut cette stratégie d'alliance, ce qu'il appellera le compromis historique. Il va pendant 4 ou 5 ans tenter de la mettre sur place. Les résultats des élections qui suivent vont l'encourager. En 1975, il y a des élections régionales qui donnent 32,8% au Parti communiste italien, qui est à 2% de la démocratie chrétienne, et qui prend le pouvoir dans pratiquement la moitié des grandes villes italiennes et les 2 tiers des régions, en alliance plutôt avec les socialistes que les démocrates chrétiens d'ailleurs. Mais donc, il y a quelque chose qui bouge, il y a un ferment politique. Et aux élections législatives de 1976, l'un an après, c'est ce qu'on a appelé l'année magique du Parti communiste italien, là, à quelques centaines de milliers de voix près, la démocratie chrétienne qui a joué à fond l'anticommunisme, qui a accusé les communistes italiens d'être responsables des attentats de l'extrême gauche, va réussir quand même à redresser la barre et à empêcher le Parti communiste italien d'obtenir la première place, mais il est quand même à 34%. Il va tenter de conclure cette alliance avec les démocrates chrétiens, qui n'aura jamais lieu. À l'intérieur de la démocratie chrétienne, un homme, Aldo Moro, est à l'écoute, même s'il pense que c'est pendant très 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 longtemps que cette alliance pourra se concrétiser. Il ouvre la porte, disons, à l'accession à la majorité parlementaire par l'abstention et puis par un vote positif, mais il n'est pas question d'alliance. Et puis Aldo Moro est assassiné en 1978 par les Brigades Rouges, enlevé puis assassiné, et ce seul interlocuteur de poids qu'il avait au sein de la démocratie chrétienne disparaît, et définitivement ce projet du compromis historique est compromis, si j'ose dire. Il ne verra jamais le jour. Berlinguer et les communistes italiens avaient surestimé très certainement la capacité et la volonté de la démocratie chrétienne de se transformer. Il y avait à l'intérieur de la démocratie chrétienne des éléments qui étaient prêts à cette alliance, mais ils étaient très minoritaires. Et donc, le gouvernement démocrate chrétien que les communistes vont appuyer pendant 2 ans va mener une politique qui est contraire au programme et aux valeurs des communistes, une politique de régression sociale, disons-le, qui va faire que le Parti communiste italien va payer très cher cet appui qu'il donne alors dans une sorte d'union nationale qui a pris la place du Parti communiste italien.
il va le payer très cher en perdant 2 millions de voix, 1,5 million de voix à l'élection suivante, mais surtout en voyant une grande partie de sa base le déserter. Il y aura un changement, mais ça c'est une autre histoire. Alors je voulais faire un petit saut en arrière, parce que vous avez parlé des acquis qui avaient été faits, qui avaient été obtenus sur la pression du Parti communiste et des syndicats surtout du mouvement de 69 en Italie. Mais il y a un autre acquis ou conquis qui est bien antérieur, et c'est la Constitution italienne. Bien sûr. Est-ce que le Parti communiste a eu un impact dans cette Constitution? Alors il faut vous dire qu'aujourd'hui encore, il y a des images qui pour nous sont très étonnantes. Vous voyez une manifestation d'étudiants et tout le monde agite la Constitution. Alors chez nous, on n'a jamais vu que quelqu'un agitait la Constitution de 1831, mais en Italie, c'est vraiment un point fondamental pour les revendications d'aujourd'hui, c'est de dire on veut la Constitution, toute la Constitution. Or, le premier article de la Constitution, c'est la République italienne est basée sur le travail. Oui. Et puis, il y a, elle est hostile à la guerre, elle répudie la guerre, elle ne va pas faire la guerre à l'extérieur, etc., etc. Donc, il y a une Constitution extrêmement progressiste. Et quel a été le rôle du Parti communiste et notamment du troisième leader? Vous avez bien parlé de Gramsci et de Berlinguer, mais il y a aussi un troisième homme qui est Togliatti. Alors, non seulement il y a tout ce que vous avez dit dans cette Constitution, mais il y a même des choses extrêmement en avance sur le temps. Je ne sais plus si c'est l'article 17 ou 37 sur les femmes, qui prévoit salaire égal, travail égal. Personne ne dit ça, enfin en tout cas pas dans une Constitution. C'est absolument révolutionnaire. Donc cette Constitution justifie aux yeux des communistes italiens un travail à l'intérieur des institutions, c'est très clair. Cette longue marche à l'intérieur des institutions, être dedans, être toujours dedans, jamais dehors, être toujours dedans, être sur le terrain, sur les luttes, mais être dans les institutions. Nous sommes, scandaient les militants communistes italiens jusqu'à la fin, nous sommes un parti de lutte et de gouvernement. De lutte et de gouvernement, inséparables les deux. Cette Constitution, elle va naître sur les cendres du fascisme et avec comme objectif premier d'empêcher toute renaissance du fascisme. Elle commence à être rédigée en 1946, elle est adoptée en 1948, et c'est ce qu'on appelle les partis de l'arc constitutionnel, depuis les libéraux jusqu'aux communistes, en passant par les républicains, les sociaux-démocrates, les socialistes, les démocrates chrétiens et les communistes, qui vont participer à sa rédaction. Le rôle des communistes est primordial. D'abord parce qu'ils ont été l'élément fondateur et totalement déterminant de la lutte armée contre le fascisme et le nazisme. Les brigades, la résistance est extrêmement majoritairement communiste. Et juste ce petit crochet pour dire que, en même temps qu'il est dans la lutte armée et qu'il est primordial dans la lutte armée, ce parti se développe en l'espace de quelques années d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. En 1943, le Parti communiste italien compte 7000 membres. C'est un parti de cadres, c'est un parti de dirigeants. En 1947, 4 ans plus tard, il en compte 2 250 000. C'est un parti de masse. C'est à la fois un parti de masse et un parti de militants et un parti de dirigeants. Donc le développement, c'est aussi ces deux faces. La lutte armée qui se développe dans la résistance et parallèlement l'ouverture du parti qui fait que c'est un parti de masse. Il n'y aura jamais plus autant de membres qu'en 1947, ça ne fera que diminuer. Les jeunes connaissent peut-être une chose sur la résistance italienne, c'est Bella Ciao. Voilà, oui. Qui a été à mis toutes les sauces oui, aussi. Oui, mais enfin, c'est symbolique. Oui. Et donc cette Constitution, elle a pour objectif premier de faire barrage à toute renaissance du fascisme et pour les communistes à y introduire ce qu'ils n'appellent pas exactement encore comme ça, mais ce qui dans leur esprit sont des éléments de socialisme. J'ai parlé des femmes, de travail égal, salaire égal, mais ils vont aussi développer
à l'intérieur de la Constitution une série d'éléments qui vont être des contre-pouvoirs, qui empêchent la centralisation du pouvoir en une seule personne ou en un seul parti. Donc c'est un travail extrêmement dense et qui est déterminant dans la ligne politique que vont adopter les communistes et qui est déterminant encore aujourd'hui. Je veux dire, le fait que Giorgia Meloni, la première ministre, le Premier ministre, comme elle veut qu'on l'appelle, refuse de reconnaître le caractère antifasciste de la Constitution, indique bien l'importance de cette Constitution, y compris aujourd'hui. Et pendant tout le parcours politique, pendant toute l'histoire politique du Parti communiste italien, les luttes seront toujours basées partiellement, mais toujours avec une présence toujours très forte de la défense, effectivement, de la Constitution. Et voilà, c'est au nom de cette Constitution que ce parti va s'intégrer dans, parfois trop, parfois d'une manière qui lui fera oublier les luttes, ou sinon les oublier, en tout cas plus négliger le terrain, va parfois l'entraîner dans des combinaisons d'alliances politiques dont on peut voir peut-être au premier degré ce qu'elles peuvent rapporter, mais qui à terme détruit sa propre image. Il y aura des inconvénients, il y aura une face obscure, je dirais, de cette lutte-là. Mais principalement, globalement, ce combat pour la Constitution est exemplaire et je ne pense pas qu'il existe une autre Constitution au monde qui soit aussi démocratique. Je me suis permise un petit mouvement, comment je dirais, nombriliste et égocentriste. Si vous regardez, je ne sais pas si tu vois. Oui, je vois. Bien, c'est lorsque Berlinguer est venu ici, en Belgique, en 1984, et il a eu un succès incroyable. Il y avait 3000 personnes qui l'attendaient à l'aéroport de Liège. Ça a été quelque chose de vraiment mémorable pour l'immigration italienne que sa présence ici. Et alors, donc, sur Berlinguer, si je voulais donner, il y a deux Berlinguer en fait. Donc le premier Berlinguer, je l'ai résumé, c'est le Berlinguer du compromis historique, de l'alliance presque désespérée avec la démocratie chrétienne. Et pour dire combien cette question catholique était importante pour Berlinguer, il y avait eu un référendum sur le divorce et un référendum sur l'avortement. Gagné par les femmes. En 70, gagné par les femmes. Il le dira. Et au début, quand il y a ce référendum sur le divorce, Berlinguer et la direction du parti est très réticente. Elle fait tout pour empêcher que ce référendum ait lieu. Alors, il y a ce référendum parce que le Parlement avait voté une loi Fortunato. Il faut leur dire que jusque-là, il n'existait pas de divorce. Non, voilà. Donc c'est ce que j'allais dire. Il y a une loi qui est votée en 1972, je crois, ou 73, proposé par un parlementaire socialiste, Fortunato, qui instaure le divorce en Italie. Et la démocratie chrétienne, comme elle peut le faire, tente et rassemble les signatures nécessaires pour un référendum dit abrogatoire qui abrogerait cette loi. Berlinguer ne voulait pas de cet affrontement parce qu'il disait « si nous nous affrontons avec la démocratie chrétienne sur la question du divorce, on peut dire adieu au compromis historique. Ça va pousser la démocratie chrétienne dans les bras de l'extrême droite et nos alliances seront impossibles. » Et c'est vrai que la campagne de la démocratie chrétienne a été faite avec le parti, le mouvement social italien qui était l'héritier des fascistes, des partis d'extrême droite. Jusqu'à pratiquement 2 mois du référendum, Berlinguer et le parti communiste va freiner des 4 fers. C'est un moment où il se rend compte qu'il y a un mouvement interne dans le parti et un mouvement externe dans la société qui pousse absolument au maintien de cette loi sur le divorce. Et c'est là qu'il prend conscience du rôle des femmes, et ce sera pour lui très important dans sa stratégie pour l'avenir. Berlinguer dira, évidemment à la fin, 2 mois avant ou 3 mois avant la campagne, le Parti communiste se lance dans la bagarre. Et quand il se lance dans la bagarre, avec la force qu'il représente,
c'est véritablement un bulldozer politique. Il va contribuer largement à la victoire. Mais ce n'est pas sa victoire. Ça a été la victoire des petits partis radicaux qui avaient initié, et c'est surtout la victoire des femmes. Il y a en Italie un mouvement féministe puissant et un mouvement féministe qui se distingue très largement des autres mouvements féministes européens parce que c'est un mouvement féministe de masse et très largement anticapitaliste, qui joue un rôle politique très important. Berlinguer en prend conscience à ce moment-là. Il dira « c'est une victoire des femmes par les femmes et pour les femmes » et il en tirera les conséquences dans la stratégie qu'il va élaborer par la suite. Il y aura ensuite le référendum sur l'avortement, même scénario, loi qui dépénalise l'avortement, et référendum de la démocratie chrétienne. Et là, le Parti communiste, quand même, a retenu la leçon du divorce et s'engage directement dans la bagarre. Mais là aussi, Berlinguer sera extrêmement frappé par le rôle des femmes. Et je vais y venir. Il y a ce premier Berlinguer, donc du compromis historique, c'est un échec politique. Il perd des voix, la base ouvrière se détache, l'influence dans la société diminue, la participation plus très bonne, et puis il fera non pas une autocritique publique ou une autocritique explicite. Les communistes aiment bien que leur ligne politique soit toujours l'héritière de la ligne précédente. Il n'y a pas de rupture. Tout doit se mettre dans le... Hein, oui. Mais, l'autre slogan qu'on entendait dans les manifestations, je me souviens dans les années 70, c'était de dire « Nous sommes le parti de Gramsci, Togliatti, Longo et Berlinguer ». On citait les noms de tous les premiers secrétaires du parti pour dire qu'on était bien toujours dans la tradition du précédent. Et c'est vrai que, par exemple, Togliatti, qui a joué un rôle fondamental dans la question catholique, a continué à influencer Berlinguer, notamment sur la question du compromis historique, et que Gramsci, avec la question de l'hégémonie, avec la question du bloc historique, va plutôt influencer ce qu'on appelle le deuxième Berlinguer. Donc cette influence, elle perdure. Mais il y a un changement de cap en 1981. Berlinguer fait les comptes de la défaite et reconnaît cette défaite. Il ne la reconnaît pas d'une manière... Il la reconnaît publiquement. Il n'en fait pas un discours extrêmement important je dirais, dans la propagande du parti. Mais il le reconnaît. Et il va développer une autre stratégie. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important dans cet héritage. Parce que je pense que cette stratégie-là, elle nous parle aujourd'hui, elle pose des questions que la gauche européenne, ici, chez nous, en Belgique, en France, ou aujourd'hui encore en Italie ou ailleurs, n'a pas résolues. En 1982, il y a eu beaucoup de tremblements de terre en Italie. Vous savez, et beaucoup dans le sud. Il y a un tremblement de terre en Campanie, en Basilicate, dans la région de Naples, les Pouilles, et jusqu'aux Pouilles. Et une fois de plus, on constate l'impéritie totale de l'État, de la démocratie chrétienne, de cet État corrompu, miné par les affaires de corruption, par les alliances avec la mafia, par des combinations, comme on disait, par le partage des services publics qui sont uniquement instrumentalisés par les partis, que là, ça suffit. Le président de la République, qui est un socialiste atypique, résistant, figure de la résistance, Sandro Pertini, fait un esclandre sur cette impéritie de l'État, et Berlinguer enchaîne en disant « Maintenant, c'est terminé, on ne peut plus gouverner avec la démocratie chrétienne en tant que telle. Il faut une alternative démocratique. Oui, nous pouvons encore gouverner avec des démocrates chrétiens qui ne sont pas impliqués dans les scandales. Mais la démocratie chrétienne n'a plus la légitimité pour former et diriger un gouvernement. » Et il développe là une stratégie qu'il appelle l'alternative démocratique et qui est basée sur 3 éléments. Le premier, c'est sur cette question de la représentation politique, sur le fait que les partis sont devenus des propriétaires de l'État et utilisent les services publics à leur service exclusif, avec tous les scandales qu'il y a déjà dans les financements occultes des partis, dans ce qu'on appelle les tangentes et les dessous de table avec des entreprises. Tout ça
il dit que ça a décrédibilisé la politique. Je veux dire, c'est des paroles qu'on pourrait encore utiliser aujourd'hui. Mais il faut que... c'est ce qu'il appelle la question morale. Alors, cette question morale, c'est une question politique. Ce n'est pas une question morale dans le sens de la moralité. Bien sûr, il est question de la moralité des élus, des représentants politiques. Mais c'est une question politique fondamentale. C'est le premier point. Il faut modifier ça. Et ça signifie donc qu'on ne peut plus gouverner avec la démocratie chrétienne en tant que telle. Le deuxième élément qu'il va développer, et c'est aussi là saisissant par son avance sur le temps, c'est ce que j'appelle une pensée préécologique. Berlinguer avait défendu, et il avait été très mal compris, et on peut comprendre pourquoi, ce qu'il appelait une austérité, et que dans un certain nombre d'occasions, il a précisé, heureusement, en disant une austérité anticapitaliste, qui n'est pas une austérité dans le sens où on l'a connue et où on nous la promet dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire une austérité qui fait payer toute l'organisation de la société par la classe ouvrière et par les couches populaires. C'est une austérité qui, pour Berlinguer, signifie une modification des rapports de production et de consommation. Bref, quand il lance cette idée, on est déjà dans le blairisme, on est déjà dans le néolibéralisme triomphant. Donc le terme austérité, il ne fait pas fortune. Mais il va développer sur ce deuxième chapitre, le premier, donc la question morale, la représentation politique, le deuxième, l'écologie ou la préécologie. Il n'y a pas à l'époque de parti écologique en Italie, on est entre 80 et 82, mais Berlinguer va être le premier dirigeant d'un parti ouvrier à poser une question déterminante, que produire et comment produire ? Et comment produire ? Et que produire ? Et il ajoute que produire et comment produire, et comment non seulement maintenir, mais développer l'emploi. C'est cette dernière partie en général que les écologistes oublient de mettre dans leur discours quand ils parlent de que produire et comment produire. Mais chez Berlinguer, ça fait un tout. Et c'est totalement innovant. Personne ne dit ça à cette époque-là. C'est quelque chose qui interpelle en particulier les mouvements de jeunes à l'époque qui se dessinent dans une perspective écologiste, mais qui n'ont pas encore l'expression politique organisée. Donc ça va marquer d'une manière très forte, je dirais, l'empreinte de ce second Berlinguer. Et le troisième point, c'est celui des alliances. De ce bloc historique, comme aurait dit Gramsci, au lieu de conclure des alliances strictement et seulement parlementaires, il faut construire des alliances de mouvement, dit Berlinguer. Des alliances de mouvement qui vont intégrer, d'une part, les organisations de la classe ouvrière traditionnelle et celle qui est encore défendue dans ses droits, mais qui commence à être de moins en moins nombreuses pour faire place à un précariat et un chômage de masse. Non seulement il faut associer d'une manière forte les organisations de travailleurs qui défendent les droits classiques des travailleurs, mais aussi ceux qui sont en obligation de défendre leurs droits vitaux d'existence. Il faut absolument que ces deux secteurs-là soient liés d'une façon organisationnelle. Ça, c'est un bloc. Le deuxième bloc, ce sont les mouvements de jeunes, les mouvements pacifistes très importants en Italie, en partie d'ailleurs d'origine chrétienne, et d'ailleurs on l'a bien vu avec la guerre en Ukraine. L'Italie est sans doute le seul pays européen où il y a eu des mouvements de masse en faveur d'une solution pacifique de la guerre en Ukraine. Mouvement pacifiste, mouvement de jeunes et mouvement des femmes. Et c'est prioritaire pour Berlinguer. Oui. Dans l'énumération, quand on criait Gramsci, Togliatti, Longo, Berlinguer, il y a quand même quelqu'un qui manque. C'est le premier secrétaire. Il y a un téléphone vengeur là. Il y a un autre fondateur que Gramsci dans le Parti communiste italien, qu'on oublie. Et d'autre part, On parle de Bordiga. Oui, c'est ça. Je m'en doutais. Et d'autre part,
quand il y a eu un peu partout dans les partis communistes des scissions pro-chinoises, donc plus dures que les partis communistes européens, en Italie, cette scission a été gérée d'une autre manière, je pense, que dans le Parti communiste belge ou français ou autre. Alors, quelle est cette différence? Et si je vais jusqu'à mon cartable, je vous montrerai leur journal, toujours existant. Oui. C'est le manifeste. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, je vais d'abord me permettre de terminer sur les femmes, parce que dans les alliances, ces nouvelles alliances, ce nouveau bloc historique que Berlinguer veut fonder, il se base évidemment sur son expérience des luttes des femmes sur le référendum divorcement-avortement, mais aussi sur leur présence dans le parti. Et il dira, il ne peut pas y avoir de révolution sans la révolution des femmes. Il renverse une proposition qui est classique dans le mouvement ouvrier, qui dit d'abord l'émancipation des travailleurs, et de l'émancipation des travailleurs viendra l'émancipation des femmes. Lui dit non. Il dit il doit y avoir d'abord une révolution des femmes. Et 2 ans avant, il va proposer aux femmes du parti d'organiser des groupes parlementaires autonomes avec moyens afférents. Ce sera refusé par les femmes du parti qui trouvent que c'est trop tôt, mais c'est emblématique de sa proposition. Voilà, je ferme la parenthèse. Ce Berlinguer-là, ce nouveau Berlinguer, ce Berlinguer qu'on appelle le deuxième Berlinguer, avec ces 3 points, je veux dire, cette pensée préécologique, ces alliances et la question politique, je pense que ça nous concerne toujours, ici et maintenant. La gauche européenne n'a pas résolu cette question, ni de l'alliance entre les précaires et ceux qui sont encore défendus, ni d'une pensée écologique qui soit une pensée écologique qui soit aussi anticapitaliste, ni la question du bloc des alliances. Donc c'est en cela que je pense que ça peut nous servir encore aujourd'hui. Alors sur les scissions, c'est vrai qu'il y a eu une extrême gauche importante en Italie. Elle va se développer à partir des années de 68 principalement, 68, 69 et dans les années suivantes. Et il y a il y aura une seule scission. Le groupe du Manifesto, qui est un groupe disons, qui fait partie de la gauche du Parti communiste italien, qui défend, lui, justement, il trouve que le Parti communiste italien a été trop timoré dans les luttes sociales de 68-69, qui ont été surtout prises en charge par les syndicats. Là, on peut dire que le PCI avait pratiquement délégué la politique aux syndicats, que le Parti communiste n'était pas encore suffisamment autonome par rapport à Moscou, si ça me semble un faux procès, mais peu importe. Et surtout, pas surtout, mais aussi, d'une manière très importante, le groupe du Manifesto est très proche, et en tout cas défend un certain nombre de concepts de la révolution culturelle et donc de la révolution de la Chine maoïste. Il crée une revue à l'intérieur du parti qui est considérée comme étant, je dirais, une atteinte au centralisme démocratique. On leur demande de ne pas le faire, on leur promet de leur laisser une place, ils auront droit au débat, etc. Ils maintiennent et ils vont être radiés du parti, ils vont être exclus. Alors la différence, quand même, je veux dire, au Parti communiste italien, on était radiés et on n'est pas traités comme des hyènes, des vipères lubriques et des hyènes du capitalisme. Il y a autre chose. Il continuera à y avoir un débat entre le Manifesto et une partie du Parti communiste italien. Et d'ailleurs, quand il y aura le deuxième Berlinguer, une partie du groupe du Manifesto va réintégrer, à la demande de Berlinguer, le Parti communiste italien. Va les réintégrer. Les réintégrer, ils vont jouer un rôle, mais c'était trop tard. Après une discussion. Et donc c'est peut-être un symptôme de cette culture de la discussion. Oui, absolument. Il y a dans le Parti communiste italien, tout le monde discute, tout le monde a la parole, et puis après, on va prendre des décisions. C'est vrai, mais alors il faut dire aussi qu'il y a eu ce qu'on a appelé d'abord une gauche extra-parlementaire à composante maoïste, un peu hétérodoxe, mais très radicale.
légèrement un peu trotskiste, mais le trotskisme a toujours été extrêmement faible en Italie, une tendance anarchiste, avec des groupes qui vont jouer un rôle important dans la rue, dans les luttes sociales, Avanguardia Operaia, Lotta Continua, Potere Operaio. Un certain nombre ensuite de ces militants, une minorité de ces militants vont être captés par la lutte armée, la lutte terroriste des Brigades Rouges et de leurs différents groupuscules qui sont issus. Mais pendant, disons, entre 1968, y compris dans les luttes ouvrières de 68-69, dans les ateliers de la Fiat à Turin, les groupes extra-parlementaires sont extrêmement présents. Ils sont révolutionnaires. Ils sont révolutionnaires et ils revendiquent cette identité, cette idée révolutionnaire. Entre 1968-69 et disons, milieu des années 70, ils vont connaître un certain développement et puis ils vont se dissoudre ou en tout cas se dissiper, mais ils ne vont pas avoir un avenir plus glorieux que le Parti communiste italien lui-même. Alors, tout doucement, on va vers la fin du Parti communiste italien. Il y a quelqu'un qui s'appelle Guido Ligori qui avait écrit « Qui a tué le Parti communiste italien ?» Et c'est une question qui traverse un peu votre livre. Est-ce que c'est une mort par suicide ou bien c'est une mort qui a été favorisée par l'extérieur? Il y a tout de même un bon nombre de gens qui disent qu'elle a été favorisée par les Américains qui ont toujours mis un poids énorme dans la politique italienne pour éviter que le Parti communiste ne participe au gouvernement. Même si démocratiquement il pouvait avoir la majorité, le poids des États-Unis était tel que c'était impossible. Il faut dire que c'est un des pays où les bases américaines sont les plus nombreuses. Il a perdu la guerre, les États-Unis, les troupes américaines se sont installées. Et est-ce que ça a eu un impact? Alors, je dirais deux choses. Que le gouvernement américain, les présidents américains et les CIA aient eu une action politique très forte en Italie pour empêcher l'accession au pouvoir du Parti communiste italien, c'est absolument incontestable et incontesté. Et ils ont créé aussi des scissions dans le syndicat, dans le Parti socialiste. Oui, comme partout en Europe. Comme partout en Europe. Mais par contre, je ne crois pas du tout à un complot. Là, franchement, je ne crois pas non plus que la fin on va y venir, que la fin du Parti communiste italien, c'est la méchante direction contre la gentille base. Il y avait un courant qui traversait l'ensemble du parti et ça s'explique autrement. La question qui reste, même pour moi, je veux dire, une sorte un peu mystérieuse, c'est comment ce parti qui fait en 1976 34% des voix, qui a encore 2 millions de membres, et qui, au moment où il va disparaître, en compte encore 1,5 million, comment est-ce que ce parti, en l'espace d'un comité central et de 2 congrès sur 2 ans, va s'effacer de l'histoire, va disparaître? Ça, avec tout ce que j'ai dit sur la participation, la présence sur le terrain, la politique du territoire, l'hégémonie culturelle, tous les intellectuels, comme dans aucun autre pays au monde, une adhésion. Il n'y a aucun parti communiste dans l'histoire du monde qui a eu autant d'adhérents volontaires. Il y a eu des partis où il valait mieux être membre pour survivre dans la société. Mais 2 250 000 membres en 1947, encore 1,5 million à la veille de sa disparition, c'est un phénomène unique dans l'histoire. Et comment ça s'évanouit? Alors, il n'y a pas une explication. J'ai dit tout à l'heure que déjà dans les années 70, il y avait un peu un délitement de la participation. Mais c'est surtout... Alors, il y aura deux types de facteurs. Il y a un facteur global, mondial, international, qui est la montée en puissance de l'ultralibéralisme, la période Reagan-Thatcher, et qui ne peut pas ne pas avoir de conséquences, y compris
je dirais, dans le travail idéologique du Parti communiste italien. C'est très fort, c'est très puissant. On a peut-être oublié que dans les années 80-85, utiliser l'adjectif collectif était pratiquement un mot qui vous barrait dans la société. Bon, aujourd'hui, c'est toujours comme ça, mais on le dit un peu moins. Mais c'était d'une violence politique et idéologique incroyable. Il y a ce facteur-là. Il y a un facteur politique interne au Parti communiste italien. Ce parti dont je disais qu'il était de lutte et de gouvernement, qui avait tout fait pour participer au gouvernement national, fédéral, national plutôt là-bas, il n'y était pas arrivé. Et une bonne partie, notamment de ceux qui avaient rejoint le camp du Parti communiste italien au milieu des années 70, c'était pour participer au pouvoir, pour se débarrasser de la démocratie chrétienne, pour donner des réformes fondamentales d'un pays de ce point de vue-là, arriéré sur le plan des services publics, de la fonction publique, du fonctionnement de la société, et la déception que, devant l'impossibilité d'accéder à ce pouvoir, a sans doute conduit un certain nombre de membres, de militants et de dirigeants à aller dans le sens il faut sans doute faire plus de concessions encore que ce qu'on en a fait. Et pourtant, ils en avaient fait, et ils en avaient fait beaucoup. Mais pour être acceptés dans ce nouvel horizon politique dominé par l'ultralibéralisme, par cette volonté de soi-disant modernisation dont le Parti socialiste de Craxi était l'exemple le plus frappant, et où il s'agissait de dédier justement la participation, le territoire, le débat, mais de tout faire sur la publicité, le début des réseaux sociaux, en tout cas d'Internet, si pas encore des réseaux sociaux, et de cette modernisation qui était assimilée et qui deviendra d'une manière très claire, ne peut déboucher que sur une seule alternative politique, c'est celle du social-libéralisme. Et c'est ce qui s'est produit. Déjà dans les années 70, on voit qu'à l'intérieur du Parti communiste italien, les lectures des classiques marxistes ou des modernistes marxistes occupent moins de place, que les penseurs libéraux-démocrates prennent un peu plus de poids, que même le vent américain Rawls n'est pas absent dans les discussions organisées par le Parti communiste à l'intérieur du Parti communiste italien. Cette volonté de modernisation, d'accéder au pouvoir à tout prix, a joué. Un troisième élément qui joue dans la transformation du parti et sa disparition successive, c'est qu'il s'est formé à l'intérieur du parti et dans sa périphérie une bureaucratie extrêmement importante. Du fait même de la victoire des régionales de 75, le Parti communiste avait pu engager des dizaines de milliers d'employés, de techniciens, de dirigeants, de cadres dans la région, dans les municipalités. Donc tous ces dizaines de milliers de militants communistes ou de militants qui avaient rejoint le Parti communiste pour participer, je dirais, à ce pouvoir, faisaient que ce groupe-là a joué un rôle, je pense aussi, extrêmement fort dans la volonté de changement. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Une des grandes erreurs, et Liguori le dit au début aussi, il dit pourquoi est-ce qu'on a caché le cadavre du Parti communiste italien à l'ombre du mur de Berlin ? C'est en 89, au moment de la chute du mur de Berlin, que le dirigeant, alors secrétaire général du parti, Achille Occhetto, qui fait partie de ces modernistes, même s'il vient de la gauche, et qui, avec un autre groupe de jeunes dirigeants, veut moderniser, transformer le parti, va faire quelque chose qui va à l'encontre de l'histoire du parti et de ses fondements même. C'est-à-dire qu'il va lier la disparition, la transformation et la disparition du Parti communiste italien à la disparition du Parti communiste soviétique et des partis de l'Est. Alors que toute l'histoire du parti démontre une volonté d'autonomie et de critique de ces partis par le Parti communiste italien. Pietro Ingrao, le grand Pietro Ingrao, le leader, le plus grand orateur sans doute qu'ait connu le Parti communiste italien et le grand leader de la gauche du Parti communiste italien, disait dans son discours, au moment de ses congrès sur l'avenir du parti,
Ce parti m'a appris toute la vie à être autonome de Moscou. Ce n'est pas maintenant que Moscou décide de se saborder que je vais le suivre. Et c'était vrai. Mais le fait même de lier les deux a été catastrophique parce qu'il a, pour une partie des militants, pour une partie des membres, été un élément qu'on a conjoint et qui a plaidé en faveur de la transformation. Si je peux ajouter, oui. Il y a un certain nombre de partis communistes qui ont gardé leur nom. Bien sûr. Le parti grec, français, portugais ont gardé leur nom, tandis que le parti italien, dès la chute du mur, pose la question, est-ce qu'on a encore un sens Oui, je ne sais pas quel est le sens qu'ont ces autres partis, mais ça, oui, ils ont gardé leur nom. La question du nom était très importante. Et la question du nom, ce qui était reproché par ceux qui ne voulaient pas qu'on supprime l'identité communiste, c'est de dire qu'il ne faut pas mettre la question du nom avant la question de ce qu'ils appelaient la cause, la chose, le sens. Quel est le projet qu'on veut faire ? À partir du projet qu'on veut définir, on verra si on garde le nom ou pas. Mais définissons d'abord le projet. Le projet et les alliances. Mais ça, non. À partir du moment où on dit... Oqueto a fait ça d'une manière qui a bouleversé aussi le fonctionnement du parti, qui était jusque-là quand même assez collectif. En 89, il assiste à la chute du mur de Berlin, à Bruxelles, à la télévision, avec Neil Kinnock qui l'accompagne. Et le surlendemain, dans une petite réunion à Bologne, tout à fait improvisée, qui est une réunion qui célèbre l'anniversaire des partisans dans ce quartier de Bologne, la Bolognine, où il y avait une résistance acharnée aux nazis. Il participe à la réunion pour saluer les anciens résistants et il se lance dans un discours sur la transformation du parti qui est désormais inévitable. Et il fait beaucoup référence à Gorbatchev, à la perestroïka, à la modification à l'intérieur du parti. Mais à la fin de ce discours, un jeune journaliste de l'UNITA qui est là lui dit « Mais vous voulez tout changer ?» Il dit « Oui ». Et il dit « Même le nom ?» Et il fait ça de la tête, il ne dit pas non. Le journaliste écrit ça, il faudra 48 heures pour que les journaux se rendent compte de ce qui avait été dit. Mais en l'espace de quelques minutes, sans avoir consulté personne, il met à l'ordre du jour la disparition du parti. Il y aura des réactions très virulentes, un comité central d'une semaine en novembre, le plus long de l'histoire du parti, le plus long et avec la participation la plus importante, 400 interventions au comité central, et tout va se jouer là. Les arguments entre ceux qui disent la modernité on nous oblige que, nous ne voulons plus... Oqueto développe un discours très clair. Il dit nous ne sommes pas là pour produire du rêve. Nous sommes là pour être dans une société que nous devons corriger, mais dans laquelle nous devons être adaptés. Cette homologation, comme on dit en Italie, était déterminante. C'est là la vraie rupture. La vraie rupture, c'est là que vraiment la rupture se fait, c'est quand il supprime au fond l'horizon communiste que va défendre la gauche dans ses débats, le Pietro Ingrao. Donc ce comité central, tous les arguments seront échangés et le rapport de force fera en gros 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers pour la modification, 1 tiers pour le maintien, ou en tout cas pour une discussion sur le sens de ce que doit être l'avenir du parti maintenu avec son nom. Toutes les sections seront appelées à se prononcer là-dessus, mais je dirais que les jeux sont déjà faits. Alors, les jeux, globalement, les jeux sont faits, le rapport de force est installé, et il va y avoir 2 congrès, Bologne et Rimini, dans lesquels les mêmes arguments vont. Le premier pour décider simplement qu'on va vers la formation d'un nouveau parti, et le second pour former le nouveau parti. Mais il se passe des choses absolument fascinantes dans ces 2 congrès. D'abord, cette participation qui était en berne, elle va ressusciter d'une manière extraordinaire à l'occasion de ces 2 congrès. Il va y avoir des dizaines de milliers d'interventions dans les sections. J'ai assisté, moi, dans une section, pendant une semaine, à un débat, dans une petite section en Toscane, un débat qui était absolument fabuleux par la qualité des interventions des 2 côtés, par le respect aussi qu'il y avait dans les échanges d'arguments et par un sens politique extrêmement fort. Donc il y a un réveil de la participation parce que, alors peut-être pas bizarrement, puisque cette fois-ci, ce n'est pas la ligne politique du prochain congrès qui est en jeu, mais l'existence même du parti. Mais donc il y a une forte participation, mais c'est le chant du cygne.
dans les congrès, il y a des moments absolument inoubliables. Ingrao, qui est la voix de la gauche, et qui s'envole dans un discours magnifique sur le maintien de l'horizon communiste. Il dit oui, il faut nous moderniser, oui, nous devons nous interroger sur nos pratiques, oui, il faut réorganiser et la lutte et l'organisation à travers les institutions, mais nous ne pouvons pas nous priver de l'horizon communiste. Quand il fait ce discours, la totalité de la salle l'applaudit pendant 10 minutes et debout chante Bandiera Rossa et Bella Ciao et l'Internationale. La totalité. Donc, y compris les 2/3 qui étaient pour la suppression du parti, tout d'un coup, écrit unité, tous. Ça veut dire que même pour ceux qui avaient décidé qu'il fallait passer à autre chose et qu'on allait supprimer ce parti, la nature du lien qu'il y a entre ce parti et sa base, et les militants et les électeurs, et même, je dirais, une grande partie du peuple italien, est absolument unique. Unique, c'est une famille, c'est une école, ça va être terrible. Les bagarres la guerre entre ceux qui sont pour le oui et pour le non vont briser des amitiés de 30 ans, comme on dit. Ettore Scola fera un film qui s'appelait Maria et Mario, qui raconte comment un couple se sépare parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le vote qu'il faut donner au Congrès. Donc c'est dans la vie. Ça indique aussi que ce parti, c'était la vie. Et que la perte de ce parti va être incommensurable et ne va jamais être remplacée par quoi que ce soit. Quand, au deuxième congrès, après qu'on a confirmation, malgré de nouveau un discours d'Ingrao qui sera applaudi pendant 20 minutes, quand le congrès, les jeux sont faits, une partie des militants, une minorité va se retirer et créer un parti qui s'appellera Rifondazione, le parti de la refondation communiste, qui veut maintenir une identité communiste et qui est un mélange un peu hétéroclite d'anciens staliniens et de gens de la gauche qui n'avaient plus de dirigeants parce que à la fin du fin, Ingrao avait décidé de rester dans le parti parce qu'il disait que c'est là qu'il fallait mener la bagarre. Il va y avoir ce parti-là qui va vivre et rapidement survivre. Et surtout, il va y avoir des centaines de milliers de militants qui vont voter avec leurs pieds, qui vont disparaître dans le silence. Parce qu'ils sont orphelins. Parce qu'ils sont orphelins et que ce n'est pas... Parce qu'on peut être orphelin et voir une perspective, mais parce qu'ils ne voient plus de perspective. Et de fait, pour aller très vite, le Parti communiste italien n'a pas d'héritier. Il y a des gens qui ont été membres du Parti communiste italien, qui ont fondé successivement le Parti de la gauche démocratique, les démocrates de gauche, et puis on a oublié gauche et socialiste, et ça s'appelle le Parti démocrate qui existe aujourd'hui, et qui est un parti de centre-gauche, un parti social-libéral. Chaque étape sera une inscription plus profonde dans le social-libéralisme. Et il n'y a pas de gauche, il n'y a pas eu d'alternative. Et il n'y a pas aujourd'hui d'alternative en Italie. Il y a des petits groupes, il y a des mouvements, il y a des actions, mais il n'y a pas de structuration politique d'une gauche. Et ça explique aussi la situation politique actuelle en Italie. Le fait que le Parti communiste italien s'est dissous lui-même, moi je dis que c'est un suicide assisté pour les raisons que j'ai indiquées, mais le fait même qu'il n'ait pas de successeur, il y a eu après sa disparition la grande enquête à Milan, ce qu'on appelait Mani Pulite, les mains propres du juge Di Pietro et de son équipe, qui a révélé tous les scandales dont les autres partis, pas le Parti communiste ni le Parti radical, ce sont deux partis qui n'ont jamais été mis en cause, mais tous les autres partis traditionnels, démocratie chrétienne, socialistes, sociodémocrates, libéraux, républicains, ont disparu du jour au lendemain après ces enquêtes qui ont prouvé qu'ils étaient tous impliqués dans un financement occulte absolument scandaleux et qui a provoqué la mort du parti. Le problème, c'est qu'en 1992, il n'y a pas d'alternative et que l'absence d'une gauche qui puisse proposer un projet alternatif va faire que c'est un homme qui s'appelle Berlusconi qui va apparaître comme l'alternative de la réussite individuelle. Ok, d'accord, ça n'a rien à voir. Mais on voit très bien aujourd'hui qu'une droite populiste en l'absence d'une gauche
est capable de prendre des votes populaires parce qu'elle apparaît comme la seule alternative, une fausse alternative, mais elle apparaît comme une alternative. Et non seulement, je veux dire, cette absence de la gauche va permettre à Berlusconi de régner quasi pendant 20 ans sur l'Italie, mais va aussi être à l'origine de la cession au pouvoir de Meloni. Berlusconi va faire de Meloni sa première fois ministre dans un de ses gouvernements. Il introduit l'extrême droite dans le gouvernement. Il a toujours, à l'absence d'une gauche, c'est Meloni qui va apparaître comme et qui apparaît toujours aujourd'hui comme une sorte d'alternative. Donc le bilan est catastrophique. Bien. Merci beaucoup et on vous cède pour quelques instants la parole. Voilà. On prend une question. Hein? Oui. Voilà. Donc, voilà, on écouterait Hugues Lepèche pendant des heures, mais l'heure avançant, je propose qu'on prenne quelques questions, vraiment très courtes, ponctuelles, hein, pas faire de longs témoignages. Voilà, peut-être aussi les étudiants, hein, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Mais voilà, comme dans une dizaine de minutes, on doit clôturer et on laissera Hugues Lepège répondre aux questions. Voilà, est-ce que vous avez des questions, les étudiants? Oui? Voilà. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. Et en fait, juste rapidement, si c'est possible, en fait, vous avez parlé du Chili, par exemple. Je me demande si vous savez s'il y avait d'autres pays de l'Amérique latine où il y avait aussi une influence sur les Italiens, surtout dans les vagues d'immigration italienne. Sur l'immigration italienne, pardon. Cette même influence du Parti communiste que vous avez parlé en Europe. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Bonsoir, merci. C'était très intéressant. Je me posais la question avec Moscou, quand il disait qu'il s'était battu justement pour son indépendance et contre Moscou. Je n'ai pas très bien compris, je dirais, l'aboutissement de cette bataille individuelle. Voilà, merci. Ici, ok. Et voilà. Et après, je te laisserai répondre. Oui, bon, j'ai déjà posé des questions à Hugues les autres fois, je vais en poser une autre. Tu as dit qu'il y avait toutes sortes de tendances dans ce Parti communiste italien, et on peut comprendre, hein, sur l'austérité, etc. Je trouve que ça allait très loin dans les compromissions, mais tu as expliqué pourquoi et qu'est-ce, mais comment est-ce possible qu'on puisse aller jusqu'à demander la fusion avec le Parti socialiste italien et même à reparticiper à la deuxième internationale, qui est quand même l'internationale des partis social-démocrates les plus réformistes, les plus pro-américains, etc. Je trouve que c'est s'il y a quelque chose de pas révolutionnaire du tout, c'est dans cette volonté de rejoindre cette clique. Très très court, hein. Oui. Promis. Ça va être difficile. Non, il ne le fera pas. Tu fais vraiment très court. Parce que sinon, on n'a pas le temps de répondre. Non, simplement, est-ce qu'on peut évaluer la capacité du Parti communiste italien de faire des analyses? Je pense, par exemple, pour moi, c'est un penseur fondamental, Domenico Lo Surdo n'a pas reçu l'accueil en Belgique en tout cas, et d'autres partis qui prétendent incarner une gauche marxiste. Il semble que le Parti communiste italien n'est pas mort. Hein. Waouh. Merci beaucoup. Voilà, bon, je te laisse répondre dans le temps qui reste. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'éléments sur la question que vous avez posée. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une tentative de Berlinguer à travers l'eurocommunisme à la fois de rassembler, d'être une alternative en Europe en développant ce qui est une sorte d'Europe, je dirais, neutraliste, ni anti-américaine ni anti-soviétique, disait-il.
Mais ça aussi, ça n'a pas abouti, ça a été un échec. Sur l'Amérique latine, là, je n'ai vraiment pas d'éléments. Sur Moscou, j'ai dit que depuis le début, au fond, le Parti communiste italien manifestait son indépendance en voulant développer une ligne qui était une ligne propre, une ligne liée à ses réalités nationales. Mais ça a été plus loin. Jusqu'en 1956, et à l'intervention soviétique en Hongrie, le parti approuve. Ça provoque un débat, ça provoque un départ plus de 100 000 militants, mais il approuve. C'est à partir de 1968, de la Tchécoslovaquie, de l'intervention des chars soviétiques à Prague, que les communistes là, condamnent d'une manière absolument catégorique l'intervention soviétique. Mais déjà avant, y compris à des réunions internationales, soit au congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, soit des partis européens, des partis communistes européens, Berlinguer avait développé son point de vue, et disons, pour aller très vite, que ce qu'il revendiquait, et c'était un élément évidemment très important, c'est qu'il expliquait d'abord que le socialisme ne pouvait se construire que dans le pluralisme, et que la question de la démocratie et de la liberté de penser, d'écrire, de créer, etc., était consubstantielle au socialisme. Ça n'était plus dire il faut être libre, il faut permettre à tout le monde de s'exprimer comme étant quelque chose à côté du socialisme. Non, il ne peut pas y avoir de socialisme, disait-il, sans la démocratie. Et ça, c'est un élément qui va évidemment être un élément de rupture. La rupture va être définitive à partir de l'intervention, du coup d'État de Jaruzelski en Pologne, et puis avec l'intervention russe en Afghanistan. Mais depuis la fin des années 60, début des années 70, il y a la volonté idéologiquement de se démarquer sur la question de la démocratie et le fonctionnement interne des partis. Ça, c'est très clair. Sur les compromissions, bien sûr qu'il y a à l'intérieur du parti, j'ai dit une aile gauche, un centre et une aile droite. Et l'aile droite des gens comme Napolitano, qui deviendra président de la République par après, ou Amendola, grand dirigeant, mais qui est aussi un dirigeant qui lui revendique son identité réformiste depuis pratiquement le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une tendance du parti qui va pousser effectivement, déjà avant qu'il n'en soit question, à modifier le nom. Déjà en 76 ou 78, ça avait été évoqué, et qui veut effectivement faire intégrer le Parti communiste, l'intégrer dans l'international, et qui a des contacts avec Willy Brandt, avec d'autres. Donc il y a une tendance à l'intérieur du Parti communiste italien qui va très clairement dans ce sens-là, et c'est elle qui va triompher à la fin. C'est elle qui va gagner, puisque c'est ce qui va se produire, et c'est elle qui, elle était minoritaire. Berlinguer était catégoriquement hostile, évidemment, à cette ligne-là, même s'il a été allié avec la droite pendant un certain temps à l'intérieur du parti. Mais c'est clair qu'il y avait une tendance social-démocrate, réformiste à l'intérieur du Parti communiste italien, c'est clair. Et alors, Losurdo, oui, très bien, Losurdo. Moi, je lis avec beaucoup d'intérêt Losurdo, mais je ne vois pas pourquoi, parce que le Parti communiste italien n'est pas mort, mais je suis heureux de l'apprendre, mais il est où? Je veux dire, non, mais c'est une plaisanterie, mais Losurdo et le Parti communiste italien. Il y a un potentiel d'analyse qui existe, depuis Gramsci bien entendu, mais après il y en a d'autres, donc il y a une tendance à ressusciter une autre forme de Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a plus une pensée de gauche et de gauche radicale en Italie. Liguori, que tu as cité, fait partie de ceux-là aussi. Et il y en a d'autres. Le problème, c'est que tout ça ne se manifeste pas par une structuration politique. Il n'y a que des groupuscules qui sabrent le champagne quand ils ont 1,5% aux élections. Je veux dire, il n'y a rien. Alors, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui agissent. Il y a sûrement, mais il n'y a pas d'horizon politique, quoi. Il n'y a pas de structure politique qui sort de tout ça. En tout cas, pas pour l'instant. Eh bien, merci beaucoup. Je propose que, on applaudisse encore une fois notre orateur, notre animatrice, Anne Morelli.